avant, je voudrais laisser la parole à Madame Nadège Manissier, qui est la chef du service social ici au consulat, pour vous dire quelques mots sur cette réunion et les raisons de cette réunion. Et puis après, on commencera tout de suite. On était censé être en Facebook Live avec des questions des gens par vidéo. Ça va pas se faire. Apparemment, il y a un problème technique, ce qui fait que comme ça, vous aurez toutes les questions pour vous. Ça sera encore mieux, donc préparez-les. Bonjour à tous, merci d'être ici ce soir. Donc, on a décidé d'organiser plusieurs conférences juridiques dans l'année. Donc aujourd'hui, la conférence sera axée sur les successions, les aspects immobiliers et puis les visas, notamment le visa investisseur. Donc comme l'a dit Emmanuel, il n'y aura pas finalement de Facebook Live compte tenu de difficultés techniques, mais la conférence est filmée et sera rediffusée sur Facebook. Donc si vous avez des connaissances, des amis, ou si vous-même vous voulez revoir la conférence, voilà, elle sera disponible sur Facebook. Donc je vais pas en dire plus, et puis je vais laisser la place à Emmanuel et aux intervenants. Merci beaucoup. Mon seul boulot, ça sera de vous passer la parole tout à l'heure et puis de commencer par présenter nos trois intervenants. On a la chance d'avoir des spécialistes de ces questions qui pratiquent au quotidien ces questions franco-américaines, ou en tout cas des deux côtés de l'Atlantique. Le premier à parler tout à l'heure, ça sera Richard Ortoli, qui est donc avocat basé ici, qui se spécialise dans rien, dit-il habituellement, et donc dans tout. Je ne vais pas parler à sa place, il vous en dira plus tout à l'heure, et il fera une présentation de quelques minutes sur cette question des successions, et on aura sur le même sujet Maître François Burneau, qui est lui notaire en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux, et qui a une clientèle, qui notamment a dans sa clientèle beaucoup de gens qui sont confrontés à ces questions transatlantiques qui nous intéressent tous. Et puis un peu plus tard dans la session, on aura Pierre Bonnefil qui nous donnera tous ses bons conseils sur l'immigration et les visas, sujet toujours très intéressant pour nous ici, et particulièrement sur le visa d'investisseur qui est un peu sous la tempête en ce moment entre la France et les États-Unis, avec toujours beaucoup de questions en suspens. Donc on verra tout à l'heure ce que vous pouvez nous en dire. Le premier à commencer, c'est, je crois, Richard, si ma mémoire est bonne, avec une présentation que vous pourrez suivre ici notamment, et puis dès qu'on pourra, on ouvrira le temps pour vos questions. Donc encore une fois, prenez des notes et on se retrouve tout de suite pour les questions tout à l'heure. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Nadège, Madame Manissier, pour votre accueil et surtout pour l'organisation de cette soirée. Mine de rien, c'est pas mal de boulot. Est-ce que vous m'entendez tous? Non? Je parle plus fort. Voilà. Je vais rapprocher le micro dans ce cas-là. Ça va mieux? Parfait, voilà. Vous savez, quand on vieillit, comme quand on arrive à mon âge, on devient un peu dur d'oreille aussi. Donc, moi, je serais à votre place, je dirais peut-être la même chose. Voilà, bonsoir et merci de votre présence. Je vais vous parler ce soir d'un sujet qui nous intéresse tous parce qu'aucun de nous n'est éternel. Par définition, il faut préparer sa succession. Comment préparer sa succession quand on est binational, c'est-à-dire donc à cheval entre la France et les États-Unis? Moi, je vais parler de la partie américaine, avec aussi Maître François Burneau qui va parler aussi de la partie française, mais il y a un jeu entre les deux parties, bien évidemment, parce que vous aurez certainement, ou certains d'entre vous auront certainement des biens en France et aux États-Unis, dont il faudrait tenir compte. Donc, je vais parler du processus et aspects juridiques et fiscaux des successions aux États-Unis. Voilà. Premier slide, c'est moi, juste pour vous expliquer qui je suis. Je suis avocat au barreau de New York et de Californie. Je suis ici depuis 1900, à New York, 82, avocat depuis 1980. Donc, j'ai pas mal d'expérience dans différents domaines et depuis pas mal d'années, beaucoup d'expérience dans le domaine des successions. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une succession ? Donc, lorsque quelqu'un décède et qu'il y avait des actifs, il y a forcément l'ouverture d'une succession. Donc, aux États-Unis, ça s'appelle
and estate, tout simplement. À ne pas confondre avec real estate. Real estate, c'est l'immobilier. Estate, c'est tout simplement une succession. Voilà, pour la transmission des patrimoines. Alors, donc, aux États-Unis, vous savez peut-être et sans doute qu'il y a 50 juridictions, donc 50 États, 50 systèmes différents. Je vais vous parler principalement aujourd'hui du système de l'État de New York. Et donc, l'endroit où vous résidez va déterminer comment sera disposée votre succession, à la fois en termes de qui a le droit d'hériter et qui régit, quel tribunal va régir, parce que c'est un tribunal qui régit la succession. Et le processus et le droit applicable sont différents d'un État à un autre. Donc, qui a droit à un droit absolu à l'héritage? Peu de gens, en fait, contrairement à la France, et comme ça, vous verrez. Donc, seul l'époux survivant, sauf renonciation de sa part dans un contrat prénuptial, a un droit absolu à une part de la succession. Donc, cette part de la succession s'appelle spousal election ou spousal share. À New York, le spousal share est de 30% de la succession. Donc, si par exemple je n'aime pas mon épouse, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, grâce à Dieu, elle est là, c'est pour ça que je le dis. Si je veux lui laisser moins de 30%, elle pourra toujours faire ce qui s'appelle spousal election, c'est-à-dire donc elle va se plaindre au tribunal en disant « Mon mari m'a donné moins que je ne devais avoir d'après le droit, donc j'ai droit à un minimum de 30%. » Donc, comme je dis, c'est 30% dans l'État de New York. Principalement aussi, contrairement à la France, on peut déshériter ses enfants, hein, ce qui est important. En France, Maître Burnot me le dira, mais sauf circonstances exceptionnelles, je pense parricide ou matricide, on ne peut pas déshériter ses enfants. Enfin, encore s'ils sont morts, comment vas-tu les déshériter, hein? Mais ça, c'est encore... Donc, des types de succession. Donc, il y a plusieurs types de succession. En fait, il y en a 3. Tout d'abord, par voie de testament, par voie de trust, et ensuite, sans testament. Ça paraît un peu curieux de dire qu'on n'a pas de testament, mais en fait, c'est ce qu'on appelle intestate estate aux États-Unis. Voilà, donc je commence par succession par voie de testament. La transmission de patrimoine aux États-Unis se fait généralement, mais pas toujours par voie de testament. Il est recommandé d'avoir un testament. Un testament dispose des biens d'un défunt, mais peut aussi servir pour proposer des tuteurs, pardon, ils m'en connaissent, pour les enfants mineurs, créer des trusts, donner des instructions funéraires, etc. Donc, toute succession qui découle d'un testament est régie par ce qui s'appelle généralement le probate court. À New York, ça s'appelle the surrogates court. Surrogates veut dire à la place d'eux. Il y a une surrogate court par comté, par borough. La surrogate court à Manhattan est en bas de la ville, à Chambers Street, 29 Chambers Street, et c'est un bel immeuble avec 2 juges. Dans les autres boroughs, il y a 15 juges par tribunal. Donc, quand vous faites un testament, qui est-ce qui a un testament ici? Voilà, beaucoup d'entre vous. Vous avez nommé donc un exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, un ami, un proche de la famille, un époux survivant, même un avocat. Et donc cet exécuteur est chargé d'administrer les biens de votre succession après votre décès. C'est-à-dire de recueillir tous les biens et de les distribuer par la suite. Les formalités requises à New York sont que ce testament doit être écrit, et il doit être témoigné par 2 témoins indépendants. Ça, c'est très important, qui doivent en fait être témoins de la signature du testament. Au contraire de la France, sauf de rares exceptions, il n'y a pas de testament holographe. Le testament holographe, je sais, courant en France, on le fait à la main, on le signe, on n'a pas besoin de témoins. Aux États-Unis, c'est réservé uniquement pour les militaires en service actif, et ceci pour une période qui ne dépasse pas 1 an. Ça ne concerne aucun de nous. Sauf, je dirais, une exception. Si vous êtes en France, comme ça m'est arrivé, pas à moi, mais à une cliente, vous faites votre testament holographe en France et vous retournez aux États-Unis. Ce testament, d'après le Surrogate Court Procedure Act, est valable en droit américain. Donc, tout testament fait à l'étranger, selon les formalités requises par ce pays dans lequel vous l'avez fait, est valable aux États-Unis. Mais encore faut-il prouver, ça complique un peu les choses. Donc, succession par voie de trust.
Alors donc les trusts, vous en avez beaucoup entendu parler sans doute, les trusts sont équivalents au testament. L'avantage du trust, c'est que ça n'a pas besoin de passer par le tribunal des successions. Je crois que c'est un gros avantage, mais le trust, donc n'étant pas supervisé par le tribunal, il a quand même un trustee, qui est l'équivalent de l'exécuteur testamentaire. Un trust, en général, est pour une période plus longue, c'est-à-dire donc on a des dispositions pour les enfants ou pour des personnes qui sont ce qu'on appelle des beneficiaries, les bénéficiaires du trust. Le trustee peut être une personne de confiance, encore une fois, peut être une société. Souvent, ce sont des banques ou ce qu'on appelle des trust companies qui sont chargées d'administrer les biens. Donc le créateur du trust s'appelle le grantor ou le settlor et les biens sont détenus par le trustee au nom des bénéficiaires. Donc succession sans testament, ce qu'on appelle intestate estate. Voilà, donc la personne est en train de pleurer parce qu'il n'y a pas de testament. Alors donc ça dépend de l'état dans lequel se trouve la succession. Alors donc, ça, ce sont les différentes dispositions dans les différents cas de figure dans l'État de New York. Donc, New York Estates Powers and Trust Law, section 4-1.1. Et donc, vous voyez l'ordre dégressif, l'époux survivant sans enfants, 100%, etc., etc. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas de testament et ce n'est pas d'ailleurs spécialement désastreux, un peu comme en France, que pas mal de gens ne font pas de testament parce que la loi en fait prévoit l'ordre de dévolution, l'ordre de succession. En l'absence d'un testament, par exemple, il m'est arrivé récemment, une dame est morte laissant 2 enfants et un mari. Le mari a pris 50% et les enfants ont touché 50% de la succession. Bon, c'est vrai que l'époux survivant, dans ces cas, a reçu $50,000 en prime et ensuite ont été partagés les 50-50. Il vaut mieux, si vous avez des idées, par exemple, vous souhaitez laisser un legs à une université, à une œuvre philanthropique, faire un testament. Il vaut mieux ne pas laisser votre succession sans testament. Donc, lorsqu'il y a une succession sans testament, la succession est administrée bien évidemment par la cour, par le tribunal, le surrogate court, mais qui nomme un administrator. L'administrateur est généralement proposé par les personnes qui sont les héritiers légaux, ce qu'on appelle en France les héritiers légaux. Donc il a les mêmes pouvoirs, l'administrator, qu'un exécuteur testamentaire, c'est-à-dire il est chargé de recueillir les actifs et de les distribuer selon ce qui est prévu par la loi. Probate administration. Donc la gestion et la liquidation d'une succession s'appelle probate, ça c'est le processus. Et donc, et dans le cas d'une succession sans testament, c'est administration. Juste la nomenclature. Donc, probate, ce que l'on fait, c'est qu'on soumet ce qu'on appelle une petition au tribunal pour que la personne nommée dans le testament soit confirmée comme exécuteur testamentaire, ou dans le cas d'une succession sans testament, que la personne nommée par les héritiers légaux soit nommée comme administrator. Et donc des notifications sont envoyées à tous les héritiers légaux dans le cas d'un testament et qui ont le droit de contester. Ils ont 30 jours après avoir reçu la notification pour contester. Ça m'est arrivé, je suis en plein milieu par exemple actuellement d'une contestation de succession par une nièce de la défunte qui n'aimait pas que sa tante lui ait laissé que $25,000 sur une succession de quelques millions de dollars. Malheureusement pour elle, ça ne va nulle part et le juge transige probablement en faveur de ce qui est prévu dans le testament. Mais vous pouvez contester et vous avez dans un délai de 30 jours pour le faire. L'exécuteur
l'avocat et l'administrateur sont rémunérés au pourcentage. Il y a un pourcentage dégressif des actifs de la succession et la même chose pour l'administrator, donc qui peut renoncer bien évidemment. S'il s'agit par exemple de l'avocat, il doit signer une déclaration supplémentaire disant qu'il reconnaît que la personne qui a fait le testament reconnaît que c'est l'avocat qui va prendre en plus des frais d'avocat, des frais de ce qu'on appelle commissions, administrator ou executor's fees. Et voilà, donc je vous ai parlé de l'administration, c'est-à-dire donc sans testament, c'est le même processus comme j'ai dit, mais bien évidemment il n'y a pas de testament, donc on suit exactement la dévolution qui est prévue par la loi. Alors donc document supplémentaire qu'il vaut mieux avoir, durable power of attorney. Le durable power of attorney, c'est une procuration que donne celui qui établit le testament au cas où il ne puisse pas qu'il ne soit pas capable de gérer ses propres biens. Par exemple, on peut avoir une procuration qui n'est pas soumise à des conditions et qui rentre en vigueur dès lors que la personne la signe, ou bien une procuration qui rentre en vigueur lors de l'incapacité de la personne. Normalement, l'incapacité est certifiée par quelqu'un, donc par un médecin. Le living will, ce document sert à exprimer ses souhaits en cas d'incapacité de fin de vie. Il ne se périme pas. Donc, et comme c'est le cas pour beaucoup de personnes âgées, vous avez des enfants et vous souhaitez qu'ils prennent des décisions pour vous. Vous êtes incapacité, vous êtes à l'hôpital, que faut-il faire, quelle intervention faut-il recommander ou pas? Ce sont des choses que vous prévoyez dans le living will. Donc, ce sont deux choses qui vont ensemble. Durable power of attorney pour pouvoir gérer les biens, c'est-à-dire donc avoir accès au compte en banque, parce que n'oubliez pas que dans une succession ou dans une pré-succession, la personne est incapable de gérer ses propres affaires. Il faut que quelqu'un puisse payer les factures, avoir accédé au compte, etc. Donc, c'est important d'avoir une procuration. Et le living will, bien évidemment, qui va prendre les décisions si la personne n'est pas capable, c'est le médecin, et le médecin, c'est pas un membre de la famille. Donc, en général, on nomme un ami ou un membre de la famille pour s'occuper de ça. Droit de succession. Alors, donc, aux États-Unis, vous êtes, en tant que citoyen ou résident des États-Unis, ce qui va être le cas pour la plupart d'entre vous, la succession est passible de droit de succession sur l'ensemble de la succession mondiale. Mais grâce à Dieu, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que vous avez un abattement, un exclusion amount, qui est quand même assez élevé. Vous avez cette année du moins 10 400 000 $ par personne. Donc pour un couple, vous avez 22 800 000 $, ce qui est déjà pas mal. Une exonération qui bien évidemment dépasse de loin ce qui est accessible en France. Et donc, il y a aussi un impôt, des droits de succession de l'État de New York. Cette année, je crois que c'est 5 250 000 ou autour de cette somme-là. Ce n'est pas l'équivalent de l'exonération fédérale. Donc, pour les années suivantes, comme je disais, l'exonération fédérale, l'exclusion amount sera majorée pour le taux d'inflation, mais il va expirer en principe en 2025. Nous ne savons pas exactement ce que ça va devenir. Ça va peut-être revenir au montant des années précédentes, qui était autour de 2 millions et quelques. Voilà, l'exonération de 5 490 000 en 2019, voilà le chiffre pour New York. Donc, le problème de New York, c'est que c'est ce qu'on appelle the cliff, la falaise. Donc, si vous avez $1 de plus que 5 490 000, donc 5 490 000 et $1, vous êtes taxable sur l'ensemble de la succession pour les droits de succession de l'État du New York. Alors, faites attention quand même. Alors donc, n'oubliez pas que le montant des droits de succession est imposé non seulement sur la succession elle-même, mais les donations que vous aurez faites de votre vivant. Donc, vous prenez l'ensemble des donations que vous avez faites. Par exemple, vous avez, mettons, 20 millions de dollars de votre vivant. Vous avez le droit de donner certains montants tous les ans. Mais mettons que vous ayez donné 9 millions de dollars de votre vivant et vous avez une succession de 20 millions de dollars.
vous avez toujours une partie qui est taxable du fait que l'ensemble de votre succession, y compris les donations, dépasse l'exonération d'11,4 millions. Donc la convention entre la France et les États-Unis, brièvement, il y a une convention, grâce à Dieu, avec peu de pays, je remarque, mais y compris la France, qui fait que si vous avez des biens en France, vous ne serez pas taxé 2 fois. Vous serez taxé dans un des endroits. Alors, Maître Burneau va vous expliquer plus en détail de ce qui se passera en France, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que si vous êtes résident des États-Unis avec des biens en France, il y a 2 types de biens, des biens meubles, des biens immeubles. Les biens meubles sont des comptes en banque, par exemple, les comptes financiers. Là, selon la Convention, vous n'êtes pas taxable en France dessus. Étant donné que l'exonération aux États-Unis est assez grande, vous n'aurez probablement pas de droit de succession à payer en France là-dessus. Si vous avez des biens immobiliers, par contre, c'est le coup de massue. Parce que d'après la Convention, ces biens sont taxables en France et donc, comme Maître Burneau vous expliquera, les droits de succession en France sont bien plus élevés et l'abattement est bien plus élevé, plus bas qu'ici. Et voilà, merci beaucoup. Vous aurez le temps de me poser les questions après. J'étais un peu rapide, mais on a peu de temps et on a beaucoup de choses à dire. Et je cède la place à Maître Burneau. À toi. Merci. Ah oui. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Alors je prends la suite de Richard pour aborder toujours les successions, mais du côté de l'autre côté de l'Atlantique, côté français, et en même temps, comme dirait notre président, tout en gardant un lien en fait avec l'État de New York et voir comment s'articulent des successions quand elles présentent des éléments d'actifs à la fois en France et à la fois aux États-Unis et plus particulièrement dans l'État de New York. Ça c'est moi, donc voilà, je suis notaire en région parisienne. Pour ceux qui connaissent Paris, je suis juste à côté de la porte de Versailles. Je traite particulièrement des successions depuis maintenant, je ne préfère plus compter, mais pas loin d'une quinzaine d'années. Voilà, je suis dans une étude qui compte à peu près 50 personnes et je m'occupe beaucoup de la clientèle internationale et notamment des Franco-Américains. Ah oui, d'accord. En introduction de mon intervention, je voulais peut-être faire un bref aperçu en fait de la philosophie à la fois en France et à la fois aux États-Unis des successions. Vous savez probablement qu'en France on a ce qu'on appelle une réserve héréditaire et que donc en fait on n'est pas totalement libre de faire ce que l'on veut dès lors qu'on a des descendants. Cette réserve a été supprimée pour les pères et mères, mais elle existe toujours pour les descendants. Et donc dès lors que vous avez des descendants, il y a une partie qui leur revient nécessairement. Alors qu'aux États-Unis, on aura tendance à dire qu'il y a une liberté totale quant à la répartition de ces biens. Alors, ça tient en fait beaucoup à l'histoire des pays. D'ailleurs, les règles de droit en général sont toujours liées à l'histoire des pays. Aux États-Unis, clairement, on a une volonté de pouvoir donner toute liberté à celui qui a fait sa fortune, alors que l'approche française était plus dans l'idée de faire la fortune en famille et de pouvoir assurer que les enfants puissent y participer. Et puis au-delà de ces notions, il y a probablement une solidarité qui ne se place pas de la même façon. À la suite de la Révolution française, en France, on a voulu que les parents ne puissent pas monnayer l'héritage et ne pas créer une sorte d'imposer une certaine vie à leurs enfants, en tout cas certains choix, et au contraire laisser toute liberté aux descendants de mener la vie qu'ils voulaient sans qu'on puisse leur faire des pressions par un héritage qui pourrait leur échapper. À l'inverse, aux États-Unis, on est plutôt sur une totale liberté pour justement s'assurer que les enfants pourront bien s'occuper de leurs vieux parents et de façon à ce qu'on puisse leur dire que s'ils ne le font pas, ils pourraient éventuellement être déshérités. Donc vous voyez que l'approche n'est pas exactement la même.
Et puis en France, on dit qu'il y a une réserve pour les enfants, c'est vrai, mais il faut aussi la nuancer parce que cette réserve, aujourd'hui, enfin depuis 2006, elle est en valeur uniquement. Ça veut dire qu'on peut totalement déshériter ses enfants, en tout cas sur la nature des biens, sur les biens en nature. Il y a un château familial, et bien ce château peut échapper aux enfants. En revanche, en contrepartie, ils doivent nécessairement avoir un chèque de la valeur de ce château. Donc ça, c'est comme une nuance importante. Et puis vous avez aussi des biais en fait pour contourner cette réserve. Vous pouvez utiliser l'assurance vie, enfin tout un tas de sujets qui permettent de contourner cette réserve. Donc en fait, il faut apporter des nuances à ces deux assertions. Les grandes étapes d'une succession en France, je vous donne vraiment les actes les plus courants. On va d'abord commencer par établir un acte de notoriété. C'est l'acte qui constate qui sont les ayants droit, qui sont les héritiers. Les héritiers tiennent leurs droits de la loi, alors que des légataires tiennent leurs droits d'un testament. Donc c'est le premier acte qui va établir le notaire en France pour d'abord déterminer qui sont les personnes qui vont venir à la suite de celles qui viennent décéder. C'est aussi l'acte qui va déterminer quelle est la loi applicable au règlement de la succession, et je vais y revenir plus en détail par la suite. On fera très souvent aussi un inventaire du mobilier, de façon à pouvoir déterminer quels sont les meubles qui dépendent de la succession et les valoriser. Enfin, pour les biens immobiliers, le notaire est amené à faire une attestation de propriété après décès pour déterminer qui sont les nouveaux propriétaires, et ça constituera le titre de propriété des héritiers. Et puis on fait sur rapport fiscal une déclaration de succession où on dresse en fait un bilan actif-passif qui est une photographie du patrimoine du défunt au soir de son décès pour des valorisations à cette même date et qui va permettre de déterminer le montant des droits de succession et de les régler dans les 6 mois du décès et dans l'année du décès quand le décès est intervenu à l'étranger. Il y a 6 mois de plus accordés dans le cas d'un décès qui est hors de France. Alors, un des grands changements qui a eu lieu ces dernières années, c'est la loi applicable au règlement d'une succession. Jusqu'à présent, la France et les États-Unis avaient les mêmes règles. Mais ça a changé non seulement en France, mais en fait dans la plupart des pays de l'Union européenne, le 17 août 2015. Et en fait, ça emporte des conséquences assez importantes que je vais essayer de vous rendre à peu près limpide, même si ça peut devenir assez vite technique. Je ne parle pas du tout d'un plan fiscal, on est juste sur la loi applicable. Et la loi applicable, quelle est la conséquence? C'est comment on désigne les héritiers. Il faut bien avoir en tête que suivant la loi que l'on va appliquer, on ne va pas avoir forcément les mêmes héritiers ou pas les mêmes proportions d'héritage entre les héritiers. Donc l'enjeu, c'est ça. Donc chaque pays a des règles de droit international privé pour déterminer quelle loi elle va appliquer aux différents actifs d'une succession. Jusqu'à présent, la France et les États-Unis, jusqu'à l'été 2015, avaient les mêmes règles. Donc les États-Unis et la France considéraient que les meubles, donc tout ce qui n'est pas immeuble, les meubles c'est au-delà du mobilier, c'est aussi les comptes bancaires, c'est tout ce qui n'est pas immeuble, leur attachement était celui de la loi du domicile de la personne décédée. Alors que les immeubles étaient, eux, rattachés à la loi de leur lieu de situation. Vous aviez un immeuble en France, c'est la loi française qui s'appliquait. Vous aviez un immeuble dans l'État de New York, c'était la loi de New York qui s'appliquait. Et les meubles, on appliquait la loi du domicile de la personne décédée. Alors c'était simple puisqu'on avait nos deux pays qui respectaient les mêmes critères de rattachement. Et ça a changé puisque la France et la plupart la grande majorité des pays de l'Union européenne se sont harmonisés et ont décidé d'avoir comme critère de rattachement commun de fixer comme loi applicable au règlement d'une succession la loi du dernier lieu de résidence habituelle de la personne décédée. Donc vous voyez que pour la France ça change tout puisqu'on n'est plus du tout sur le même critère et ça veut dire que les meubles et les immeubles
qui dépendent d'une succession devraient, du point de vue français, être rattachés à la loi de la résidence habituelle de la personne décédée. Alors si on prend un exemple, prenons un défunt qui résidait habituellement à New York. Donc la situation, c'est un Français ou un Franco-Américain qui réside habituellement à New York, qui décède le 1er juillet 2019. Il laisse des biens meubles et immeubles en France et aux États-Unis. En application donc des nouvelles règles, la règle de droit applicable aujourd'hui, les nouvelles règles françaises désignent la loi américaine, loi du dernier lieu de résidence, comme seule applicable. Et les règles américaines, elles, désignent la loi française pour les biens immobiliers situés en France et la loi de l'État de New York pour le reste. Dans la mesure où les États-Unis, ça, je peux vous l'apprendre, ne font pas partie de l'Union européenne, donc ne sont pas partis en fait au règlement européen. C'est un État tiers. Eh bien, le renvoi à la loi française pour les immeubles situés en France sera accepté par la France. C'est-à-dire que dans mon cas, j'ai un bien immobilier qui est situé en France. Le critère de la loi de l'État de New York, c'est de renvoyer pour les immeubles situés en France vers la loi française. Et dans ce cas-là, la France va accepter le renvoi et va accepter d'appliquer la loi française à l'immeuble qui est situé en France. Parce qu'on n'a pas de testament. Là, on est vraiment strictement sur l'application des règles légales. Donc la solution, on appliquera donc la loi française aux biens immobiliers situés en France et la loi de l'État de New York pour le reste, y compris pour les comptes bancaires qui seraient détenus en France. L'enjeu de cette loi applicable, je vous l'ai dit, c'est la détermination des héritiers. Je vais prendre un exemple tout simple. Prenons quelqu'un qui réside à New York, qui est célibataire, qui n'a donc pas d'enfant, qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant, qui décède et qui laisse pour recueillir sa succession sa mère et ses 3 sœurs qui résident en France. Suivant la loi que l'on applique, la loi de l'État de New York ou la loi française, on va se trouver à déterminer des héritiers, des quotes-parts qui sont très différentes. La loi française, dans ce cas-là, prévoit que un quart de la succession revient à la mère et les 3 autres quarts sont répartis entre les 3 sœurs. Alors que je parle sous contrôle, dans l'État de New York, tout revient à la mère. Donc vous voyez que l'enjeu de la loi applicable, c'est qu'on arrive quand même à des conséquences qui sont très différentes. Deuxième exemple, le défunt réside habituellement en France. La situation, c'est un Français ou un Franco-Américain qui réside donc habituellement à Paris, qui décède le 1er juillet 2019 et qui laisse des biens meubles et immeubles en France et des avoirs bancaires aux États-Unis. La règle de droit applicable, donc les nouvelles règles françaises désignent la loi française, loi du dernier lieu de résidence habituelle de la personne décédée comme seule applicable. Et les règles américaines désignent, elles, donc la loi française pour les biens immobiliers situés en France et la loi française, loi du domicile pour les avoirs bancaires aux États-Unis. La solution, on appliquera dans ce cas-là la loi française aux biens immobiliers situés en France et la loi française pour l'ensemble des avoirs bancaires, y compris ceux situés à New York. Donc, je vous ai parlé de l'été 2015. L'été 2015, c'est l'entrée en application du règlement européen sur les successions. Je vais d'abord vous faire un petit historique. Pourquoi ce règlement ? En Europe, les notaires avaient éprouvé de nombreuses difficultés lorsqu'on avait des actifs qui étaient répandus dans différents pays, et notamment différents pays européens, voire au-delà. Parce qu'on se trouvait justement dans la situation où chaque pays avait des critères de détermination de la loi applicable différents. L'Italie, par exemple, prévoyait la loi nationale du défunt. La France, je vous l'ai expliqué, prévoyait comme aux États-Unis une scission entre les biens immeubles et les biens meubles. Et donc ça créait beaucoup de difficultés et c'était surtout extrêmement complexe pour les praticiens parce que parfois on pouvait se trouver, suivant la répartition des actifs, à devoir appliquer 3, 4, 5 lois différentes qui prévoyaient des héritiers différents dans des proportions différentes. Donc c'était extrêmement complexe. Donc on a souhaité, à l'échelle européenne, d'avoir le même critère de détermination de la loi. Ça n'a pas été simple. On a réussi à mettre l'essentiel des pays de l'Union européenne d'accord, à l'exception du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande.
Et donc ce nouveau critère, après d'âpres discussions, ça a été de choisir donc la loi de la dernière résidence habituelle de la personne décédée. Donc c'est le critère qui prévaut aujourd'hui dans l'Union européenne. Quel que soit le pays dans lequel vous résidez, évidemment à l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande, eh bien le critère c'est que une personne décède, on appliquera la loi du dernier lieu de résidence habituelle de la personne décédée. Alors, ce qu'a apporté ce règlement, c'est que, en plus, alors ça c'est une nouveauté totale pour la France, c'est que vous pouvez aussi choisir votre loi applicable. Alors évidemment, le choix est encadré, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle loi, et ça c'est une nouveauté totale. Vous avez donc la possibilité de choisir la loi qui va s'appliquer au règlement de votre succession. Mais en réalité, vous avez un seul choix possible, c'est le choix de votre loi nationale. Alors, vous voyez, imaginons un Italien qui résiderait en France. Eh bien, s'il n'exprime pas de volonté particulière, il décède en France, on va appliquer la loi française, parce que le principe, c'est la loi de la dernière résidence habituelle. Mais comme il est italien, il pourrait décider et exprimer un choix en disant non, moi si je décède, je veux que ce soit la loi italienne qui s'applique au règlement de ma succession. C'est le seul choix qu'il peut faire, parce qu'il n'a que la nationalité italienne. Vous pouvez choisir la loi de la nationalité que vous avez au moment où vous exprimez ce choix, mais ça peut être aussi la nationalité que vous aurez si vous avez l'intention d'en acquérir une au moment où vous décéderez. Et si vous avez plusieurs nationalités, vous pouvez en choisir l'une d'elles. Donc seul un choix pour sa loi nationale est possible, et à défaut d'avoir fait un choix, on appliquera donc la loi du dernier lieu de résidence habituel de la personne décédée. Ça, ce sont les règles en Europe depuis l'été 2015, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Alors, on va compliquer un tout petit peu les choses. Prenons l'exemple suivant. On a un défunt franco-américain qui a choisi la loi américaine. La situation, c'est que ce franco-américain réside à New York, il décède le 1er juillet 2019 et il laisse des biens meubles et immeubles aux États-Unis et en France. Mais il a rédigé un testament chez Richard. Donc auprès d'un avocat, puisque c'est la forme, enfin c'est une des formes en tout cas valable ici. Et dans ce testament, il a donc clairement désigné la loi de l'État de New York comme applicable au règlement de sa succession. Il a fait ce qu'on appelle dans le règlement européen une professio juris. Il a donc désigné la loi. Je vais peut-être aller un peu. Voilà. Donc, la règle de droit applicable. Les règles de droit international privé américaine désignent la loi française pour les biens immobiliers situés en France et la loi de l'État de New York pour les biens immobiliers situés à New York et les biens mobiliers situés en France et à New York. La solution, c'est que, donc, dans la mesure où les États-Unis sont un État tiers au sens du règlement européen, mais qu'un testament a été établi aux États-Unis, le renvoi à la loi française pour les immeubles qui seraient situés en France ne sera pas imposé. Alors ne pensez pas qu'il y ait une notion fiscale derrière, ça ne sera pas respecté par la France, ça ne sera pas pris en compte par la France. Et on appliquera la loi de l'État de New York à l'ensemble de la succession mondiale. Ça veut dire que dans le règlement, il y a un article, l'article 34, qui prévoit que si la personne qui est décédée a exprimé une volonté pour un choix de loi, eh bien on doit respecter ce choix. Et à ce moment-là, dans mon exemple pour les biens immobiliers qui sont situés en France, on n'appliquera pas la loi française, on va respecter le choix qui aura été fait dans le testament aux États-Unis. Ça veut dire que si vous êtes dans la situation où vous avez des biens en France et aux États-Unis, vous avez fait un testament aux États-Unis et que vous imaginez que parce que vous avez un bien en France, ce sera la loi française qui va s'appliquer. Bien non. Depuis l'été 2015, le fait d'avoir fait un testament aux États-Unis en visant des textes de droit américain, fera qu'on appliquera la loi américaine à la dévolution du bien situé en France. Méfiez-vous, ce choix peut être implicite. Le fait de relater des textes de droit américain dans votre testament, on va considérer que de façon implicite, vous avez désigné la loi américaine pour régler votre succession. Quatrième exemple, on a un défunt franco-américain qui a choisi la loi française.
Ce franco-américain réside à New York, il décède le 1er juillet 2019 et il laisse des biens meubles et immeubles aux États-Unis et en France. Il a rédigé un testament auprès de son notaire en France dans lequel il désigne la loi française, loi de sa nationalité, comme seule applicable au règlement de sa succession. Il a fait donc lui aussi une professio juris. Le droit applicable, les règles de droit international privé américaines désignent toujours la loi française pour les biens immobiliers situés en France et la loi de l'État de New York pour les biens immobiliers situés à New York et les biens mobiliers situés en France et à New York. La solution, les États-Unis sont toujours un État tiers au règlement européen, donc la désignation de la loi française dans le testament établi en France se heurtera à l'application protectionniste du droit américain sur les immeubles situés sur son territoire. La volonté de voir la loi française appliquée à l'ensemble des biens de la succession ne sera respectée qu'en partie seulement. Ce qui valait dans l'autre sens ne vaut pas aux États-Unis. Évidemment, les États-Unis ne sont pas partis au règlement européen, ils ne vont pas respecter ce que prévoit le règlement européen, c'est assez logique. Donc le fait que notre franco-américain ait établi un testament en France en désignant la loi américaine comme la loi française applicable au règlement de sa succession, ça ne sera pas respecté sur un immeuble qui est situé aux États-Unis. Les États-Unis ne vont pas respecter la volonté de cette personne. Les États-Unis vont appliquer leurs règles de conflit classiques en matière de succession. Alors, je ne pouvais pas ne pas évoquer ces deux affaires qui, en fait, pour nous, juristes, sont extrêmement intéressantes parce qu'elles posent en droit des questions passionnantes. Alors, je vais essayer de vous les résumer. C'est pas que ce soit extrêmement compliqué. Alors Maurice Jarre, je pense que tout le monde sait qui il était, compositeur qui a connu le succès avec les films de David Lean. Il a composé les musiques du Docteur Zhivago, de Laurence d'Arabie, La fille de Ryan, des succès au box-office. Et puis Johnny Hallyday, je crois que c'est pas la peine que je le présente. Alors, déjà une grande nuance, c'est que l'un est décédé avant l'été 2015 et le second est décédé après. Et vous allez voir que l'approche est du coup pas du tout la même. Ensuite, il y a énormément de similitudes. Et en préparant cette intervention, j'ai été même frappé par le nombre de dénominateurs communs entre ces deux artistes. Alors il y a la musique qui les relie, mais pas seulement. Ils étaient tous les deux attachés à la Californie. Ils résidaient, en tout cas pour partie, pour Johnny Hallyday, à Los Angeles. Ils s'étaient remariés de nombreuses fois, 4 fois pour Maurice Jarre, 5 fois pour Johnny Hallyday. Ils avaient le goût tous les deux pour les épouses plus jeunes, 32 ans de moins pour Laetitia et 30 ans de moins pour la dernière épouse de Maurice Jarre. Lors de leur dernière union, ils ont tous les deux adopté des enfants. Et ils laissaient tous les deux des enfants aînés d'union précédente, David et Laura pour Johnny Hallyday et Jean-Michel et Stéphanie pour Maurice Jarre, qui étaient dans les deux cas des demi-frères et sœurs, parce qu'ils étaient tous les deux issus d'unions différentes. Et les deux avaient établi des trusts au profit de leurs conjoints survivants. Donc on a quand même énormément de similitudes. Alors la différence, elle vient pour partie du fait que Maurice Jarre, son lieu de résidence, ne faisait pas débat. Il était en Californie depuis une 30aine d'années. On pouvait difficilement considérer qu'il était encore domicilié en France. D'ailleurs, ce point-là n'a pas été soulevé. Il avait donc fait un trust au profit de son conjoint, et donc, de fait, déshériter totalement ses enfants, enfin en tout cas les deux enfants aînés, notamment Jean-Michel et Stéphanie. Et Jean-Michel et Stéphanie, évidemment, ont essayé de démontrer qu'on devait appliquer la loi française dans la mesure où ils étaient totalement privés de leurs droits, et notamment privés de leurs fameuses réserves prévues par la loi française. Et donc on attendait beaucoup les juridictions françaises sur le sujet, puisqu'en droit, se posait la question suivante, c'était de savoir si, en qualité de Français, ils ne pouvaient pas prétendre effectivement au respect de cette réserve. Parce qu'il y a quelques années, a été supprimé un dispositif qui permettait à un héritier, dès lors qu'il avait la nationalité française, de pouvoir prétendre à exécuter sa réserve sur des biens qui étaient situés en France s'il en était privé dans un autre pays.
Ce texte a été supprimé en 2011, donc après le décès de Maurice Jarre, mais la Cour de cassation nous a clairement répondu que ça n'était pas applicable à Jean-Michel et Stéphanie. Et puis la Cour de cassation a dit autre chose de très important, c'est que elle a indiqué que la réserve héréditaire française n'était pas dans ce qu'on appelle notre ordre public international. Ça veut dire que le fait qu'un pays étranger puisse, en vertu de sa loi, déshériter des enfants français, eh bien, la France ne mettait pas son veto, en quelque sorte, et laissait cours à la loi étrangère qui déshéritait les enfants. Et donc ça, c'est une décision qui était extrêmement attendue. En réalité, il y a eu 2 décisions qui ont été rendues le même jour, qui concernaient aussi un autre compositeur français moins connu, qui résidait aussi en Californie et qui posait le même point de droit. Alors l'histoire n'est pas totalement finie parce que Jean-Michel Jarre et sa sœur, sa demi-sœur, ont fait un dernier recours devant la Cour. Alors je vais vous dire exactement pour quel motif ils ont fait ce recours. Donc oui, ils ont fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour manquement au respect des droits de la famille et pour atteinte excessive à notre sécurité juridique. Parce que ce que dit la Cour de cassation en 2017, c'est que elle laisse libre cours à la loi étrangère qui prive les enfants de tout droit dans la succession de leur père, sauf si cette situation, enfin si le testament avait laissé les enfants dans une situation de précarité économique ou de besoin. Alors ça, c'est une notion qui va rester à éclaircir en fonction d'autres décisions qu'on aura probablement par la suite. Mais bon, il est clair que les enfants aînés de Maurice Jarre n'étaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin, donc en application de la décision de la Cour de cassation, eh bien ils sont privés totalement de la succession de leur père. Johnny, c'est un peu différent, puisque Johnny, lui, il est donc décédé après l'entrée en vigueur du règlement européen. Et le sujet, c'était de savoir quelle était sa résidence habituelle. Vous avez compris que depuis 2015, la règle française, et la règle dans la majorité des pays en Europe, c'est de désigner, enfin d'avoir comme critère de rattachement pour déterminer quelle loi est applicable à une succession, donc la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Donc Laetitia voulait absolument faire valoir que le dernier lieu de résidence habituel, c'était les États-Unis, c'était la Californie, et donc en vertu de cette loi, il pouvait totalement déshériter ses enfants et prévoir un trust au profit de son épouse. Évidemment, les enfants aînés David et Laura ne voyaient pas du tout cette analyse d'un bon œil, et eux ont tenté de faire valoir devant une juridiction française que sa résidence habituelle n'était certainement pas la Californie, mais c'était bien la France. Et alors évidemment, la réponse à cette question engendre beaucoup de conséquences, parce que suivant qu'on applique la loi de l'État de Californie ou la loi française, eh bien on applique dans un des cas la réserve pour les enfants aînés et pas dans l'autre cas. Donc les enjeux pour Laura et David étaient effectivement très importants. Et donc il y a eu une décision qui a été rendue en mai dernier par le tribunal de Nanterre, qui est extrêmement intéressante, qui est très longue, je ne vais pas vous la lire, mais qui est passionnante. Et donc, chacune des parties a essayé de démontrer que Johnny avait comme résidence habituelle, alors pour un camp la Californie, pour l'autre camp la France. Et ce que dit le magistrat, c'est que Johnny avait comme résidence habituelle la France. Alors, je ne vais pas vous donner tous les éléments qui ont permis d'indiquer qu'il était plutôt rattaché plus à la France qu'à la Californie. Ce que dit le tribunal: en l'absence de convention internationale applicable, il y a lieu de déterminer la juridiction compétente pour connaître de la succession de l'artiste-chanteur. La juridiction compétente est celle du ressort du lieu de résidence principal, défini comme étant celui présentant un lien étroit, permanent et stable avec le pays auquel on le rattache.
À cet égard, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt, au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'état concerné, ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. En application de l'article 1358 du Code civil, la résidence principale du défunt étant un fait juridique, elle peut être établie par tout mode de preuve légalement admissible. Compte tenu des données spatio-temporelles résultant du calendrier de géolocalisation Instagram, et Instagram a fait un peu basculer le procès. Je crois que c'est David qui a, avec son avocat, qui a fait un petit peu l'historique du compte Instagram de son père et de celui de Laetitia pour voir un petit peu où il résidait au cours des 8 dernières années. Et c'est comme ça qu'ils ont pu démontrer qu'il était majoritairement en France. Donc, compte tenu des données spatio-temporelles résultant du calendrier de géolocalisation Instagram, de l'agenda professionnel et médiatique du défunt, il est établi que ce dernier a passé la majorité de son temps en France, les 6 dernières années précédant son décès, et qu'il résidait en France depuis 8 mois au moment de son décès. Il résulte du débat contradictoire que la localisation prioritaire des intérêts du défunt se situait en France et son implantation maintenue malgré les séjours d'une certaine longueur en Californie. Comme le soulignent ses enfants issus d'une union précédente, l'homme ne peut être distingué de l'artiste, de sorte qu'il convient de tenir compte de son mode de vie et de son activité professionnelle. Le défunt exerçait son activité d'artiste-chanteur en France, où il organisait des tournées notamment au cours de l'année de son décès, où se trouvait son public. Même si le défunt disposait de studios d'enregistrement aux États-Unis, les séjours à Los Angeles avaient, comme l'intéressé là, au demeurant lui-même admis, pour principale vocation de faire échapper l'artiste de la pression médiatique. Il s'évince, c'est très beau, français un peu soutenu, il s'évince de ce qui précède que la résidence habituelle du défunt se situe en France. Donc ça veut dire que on va appliquer la loi française au règlement de la succession de Johnny Hallyday et que les enfants aînés vont pouvoir prétendre à la réserve. Et donc on appliquera la loi française à l'ensemble des biens, à l'exception des immeubles qui sont situés sur le sol américain. Je voulais vous montrer, parce que bon, c'est pas confidentiel, il est sorti dans la presse. Ça, c'est un des testaments qui a été révélé par la presse française. Et on voit qu'ils étaient évidemment très bien conseillés parce que, alors je vous le lis parce que c'est peut-être pas super lisible. Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure. Je sous-signais Jean-Philippe Léo Smet, né à Paris le 15 juin 1943, demeurant à Pacific Pasiland, je crois. Pardon. Ah, ok. Donc Californie, 789 Amalfi Drive, entend léguer l'intégralité de ma succession à mon épouse Laetitia Marie-Christine Baudou, je sais plus, née le 18 mars 75 à Béziers. Cette dernière recevra donc conformément à la loi californienne, je vais revenir dessus après, l'ensemble de mes biens, en ce compris la totalité de mes droits artistiques, en cas de prédécès de mon épouse ou de décès concomitant. Vous apprécierez l'orthographe du mot concomitant. Vous comprendrez pourquoi il n'a pas écrit plus de chansons. Donc, en cas de prédécès de mon épouse ou de décès concomitant de cette dernière avec le mien, l'intégralité de ma succession reviendra à mes 2 filles, Jade et Joy, par part égale, fait à Marne-la-Coquette le 3 avril 2014. En fait, le projet des époux Hallyday, c'était d'obtenir la nationalité américaine. Et si effectivement Johnny avait vécu un peu plus, il était prévu qu'il obtienne cette nationalité. Et là, effectivement, on aurait pu, sans difficulté, a priori, appliquer la loi de l'État de Californie, puisqu'il aurait, vous voyez, il a exprimé un choix. Il a exprimé le choix de devoir appliquer à sa succession la loi californienne. Sauf que, n'ayant pas cette nationalité, ni au moment où il fait ce testament, ni au moment de son décès, ce choix n'est pas recevable. Donc, le seul choix possible, enfin, c'est même pas un choix, on revient au principe, c'est-à-dire l'application de la loi de la résidence habituelle. Et après, tout l'enjeu, c'est de savoir quelle était sa résidence habituelle. Et le tribunal de Nanterre, en mai dernier, a répondu.
Un petit mot sur les trusts. Oui. Ok, alors allez, en 30 secondes. Les trusts, il y a une schizophrénie en France pour les trusts, c'est-à-dire qu'on les taxe, ça on n'a pas de problème pour prévoir des textes, et le Code général des impôts en France parle des trusts. Depuis 2011, a même posé des règles fiscales qui sont d'ailleurs assez redoutables, à la fois en cas de décès, à la fois pour ceux qui sont redevables de l'impôt sur la fortune, et on prévoit même des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles posées par le Code général des impôts. Mais en même temps, on ne reconnaît pas le trust quand il s'agit de l'exécuter sur des biens en France. Alors on trouve des biais. Alors évidemment, c'est différent suivant que le trust a été constitué par un Français ou par un Américain. Malheureusement, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais c'est en tout cas... Si une personne française constitue un trust aux États-Unis en pensant le voir appliqué à des immeubles qui seraient situés en France, ça va être en fait extrêmement compliqué, et ce qui aura été envisagé dans le cadre du trust ne sera pas exécuté ou partiellement. Et c'est a priori pas forcément le bon plan. Le barème fiscal en France, alors Richard vous l'a dit, évidemment la taxation en France est bien plus élevée que dans l'État de New York, avec une tranche à 45% qui a été créée il y a quelques années en ligne directe. Mais point important, le partenaire de Pacs et le conjoint survivant sont totalement exonérés de droits de succession en France, et sans seuil. Que le conjoint recueille 100 000 euros ou qu'il en recueille 10 millions, il ne paiera pas de droit de succession. Bon, et ça on va en parler par la suite. Voilà, j'en termine ici. Merci. Merci beaucoup. On aura le temps d'approfondir avec les questions dans quelques minutes. Ce qu'on voulait faire avec Pierre, c'était juste non pas passer en revue, parler d'immigration et des visas, pas passer en revue évidemment l'alphabet soupe de tous les visas, oui. Mais d'en rester vraiment aux questions d'actualité, principalement, puisqu'il y a beaucoup d'actualité dans ce domaine de l'immigration, évidemment ici aux États-Unis, et notamment sur le premier point, c'est le visa E2. Il y a eu énormément d'informations d'ailleurs contradictoires qui ont circulé ces derniers temps. Oui. Donc c'est peut-être bien de faire un point sur là où on en est aujourd'hui, enfin en tout cas ce qu'on sait, et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas beaucoup, hein, c'est ce que ça... Oui. Ok, très bien. Le visa E2, historiquement, c'est un visa de 60 mois, on peut dire, non? Normalement, c'est un visa qui était très très bon, 60 mois de durée, et c'est un visa que beaucoup d'investisseurs français utilisaient. On peut dire, dans les derniers mois, ils ont décidé de couper ça de 60 mois à 15 mois. Normalement, c'est un changement, on peut dire, très, très, très grand. Et on a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à parler un petit peu sur ça. On m'appelait pour dire qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et ils ont décidé de changer ça le 29 août. Ils ont décidé de reculer ça au 29 septembre, et maintenant, on ne sait pas. C'est-à-dire que maintenant, les deux pays discutent ça beaucoup parce que c'est à cause de la réciprocité de visa. Et on a beaucoup de discussions des deux côtés pour essayer de continuer ça, pour avoir les 60 mois. Parce que normalement, avoir un visa de 15 mois, c'est pas même un an et demi, c'est vraiment difficile. Et on a beaucoup on peut dire, de discussions entre les deux pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que normalement, c'est quelque chose qui est choquant. Il faut peut-être expliquer qu'en fait, ce visa-là, il résulte d'une convention, d'un traité entre la France et les États-Unis, et que jusqu'à maintenant, les États-Unis considéraient que 5 ans rentraient dans le cadre, qu'il y avait réciprocité. Quand Trump est arrivé au pouvoir, ou après être arrivé au pouvoir en 2017, il a demandé au département d'État de réviser la totalité des visas dans le monde entier et de tous les traités. Et ça fait partie de ce qui s'est passé. Exactement. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que considère le State Department et pourquoi est-ce que tout à coup ils ont décidé de changer? Ça, on ne sait pas vraiment. C'est quelque chose qui était vraiment un choc pour nous. Normalement, c'était une chose qui est arrivée comme ça. Même, ils n'ont pas même publié rien. C'était quelque chose qu'on a vu dans le site de l'ambassade. Et normalement, c'est quelque chose qui a créé beaucoup de peur, beaucoup de situations un petit peu différentes, parce que normalement le visa E2 était le visa de choix pour beaucoup de personnes, mais maintenant ils commencent à repenser un petit peu si ça vaut la peine ou non, parce que 15 mois en réalité c'est pas beaucoup de temps, et spécialement si on a une start-up qui commence, qui fait tout, en 15 mois c'est pas possible, hein?
Donc là, juste la situation aujourd'hui, si je suis en procédure de visa E2, je ne suis pas concerné puisque cette décision, elle a été reportée pour l'instant sine die, c'est ça? Exactement, exactement. C'était, comme je dis, c'était le 29 août, le 29 septembre, et maintenant on ne sait pas. On va voir, on pense que normalement ça va commencer à reculer, on pense, et ça va continuer comme ça, mais normalement c'est quelque chose qui est difficile pour les personnes qui veulent entrer maintenant avec leur visa pour savoir ils peuvent rester ici 5 ans ou normalement 15 mois. C'est vraiment quelque chose qui change un petit peu on peut dire la structure des boîtes maintenant, non? Et dans le même temps, d'ailleurs, sur le visa E2, il y a aussi, parallèlement à ça, une politique appliquée dans les consulats, dans les ambassades, qui a été beaucoup plus rigoureuse ces derniers mois qu'elle n'était avant, c'est ça? Oui, normalement, c'est le 31 mars et mai, excusez-moi, ils ont commencé à demander tous les, on peut dire, les social media, on peut dire le LinkedIn, toutes ces choses-ci, qu'on doit mettre ça maintenant dans l'application DS160. Avant, avant c'était pas nécessaire, mais maintenant, ils demandent d'avoir ça parce que l'idée, c'est que le gouvernement a besoin de plus d'informations sur les personnes. Ils ont besoin de faire plus de ce qu'on appelle le background check et pour voir exactement, ils demandent ça. Si on ne met pas le Facebook page, une chose comme ça, ils vont normalement commencer ce qu'on appelle administrative processing, qui va prendre une éternité pour avoir le visa. Et l'autre point d'actualité, après on pourra revenir avec les questions, on essaie d'aller vite pour rattraper un peu le temps. L'autre point d'actualité, c'est le health insurance qui va être obligatoire pour les immigrants, pour les visas d'immigrants, le 3 novembre. Trump a signé la loi lui-même en disant qu'il a besoin de ça. Il a besoin d'être sûr que tout le monde qui va entrer avec des green cards, des visas d'immigrants, vont avoir l'assurance depuis le 3 novembre. Quand on parle de visa d'immigrants, en fait, on parle dans le langage de la green card. De la green card, oui. Ils ont dit qu'il a besoin d'être sûr que les personnes qui sont entrées, ils ont la possibilité, ils ont l'assurance, ou ils ont la possibilité d'avoir l'assurance quand ils entrent. C'est ça l'idée. Donc d'un côté, l'obligation d'assurance santé a été retirée de la loi américaine, mais de l'autre côté, elle est imposée pour les titulaires de green card. Makes no sense. Sur le E2, là, donc, il y a une période d'incertitude. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? Est-ce qu'il faut se dépêcher de faire son dossier maintenant? Est-ce qu'il faut au contraire attendre qu'on y voit un peu plus clair? Dépêcher, c'est mieux, parce que maintenant on sait que normalement pour ces jours-ci jusqu'à nouvel ordre, on ne fait rien, mais on ne sait jamais. Mais la partie qu'un petit peu, on ne sait jamais, ça peut changer d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir ça et de faire le visa le plus vite possible, et puis après ça, on sait qu'on a 5 ans. Mais la partie qui est intéressante aussi, que quand on entre aux États-Unis avec le visa E2, on vous donne 2 ans automatiquement, même si le visa a une validité de 15 mois. Chaque fois que vous entrez aux États-Unis, vous avez 2 ans. C'est-à-dire que si votre visa expire demain, vous entrez aujourd'hui, vous avez 2 ans d'entrée aux États-Unis, mais sans voyage, mais quand même 2 ans de possibilité de rester aux États-Unis. Très bien. Merci beaucoup. On ne va pas faire plus long sur le visa E2, puisque le thème de la soirée, c'était principalement la succession. Donc je vais demander à Richard et François de nous rejoindre ici, et on va prendre des questions à la fois de la salle, et on a même des questions de Facebook en même temps. Il y a des micros sur chaque tabouret. Est-ce que, pour commencer déjà, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a une question sur les présentations qu'on a entendues jusqu'à maintenant? Yves, est-ce qu'il y a un micro pour Yves?